Bonjour, nous sommes le 21 mars 2014 et avant que je passe au plat de consistance qui sera l'affaire Kerviel, je voudrais dire un mot quand même du vol Malaysian Airlines MH370 dont nous avons parlé immédiatement sur le blog et le sentiment que j'avais hier c'est que l'explication que nous avons donnée, mais à ma connaissance, nous avons pratiquement été les seuls à la donner. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu ailleurs. Ça verra, à mon sens, probablement la bonne. Alors, nous jouons un rôle d'information générale. Cette affaire Kerviel, vous savez, le jugement de la Cour de cassation a été de casser la partie civile de la décision précédente en Cour d'appel et de conserver telle quelle la partie pénale. Alors cette affaire Kerviel, moi j'en parle sur le blog. Je crois que mon premier billet date du jour où la nouvelle est apparue sur les écrans de radar en janvier de 2008. J'ai pas le sentiment que j'ai laissé passer une demi-journée avant d'écrire un billet là-dessus, parce que ça apparaissait gros, ça apparaissait impliquer l'ensemble de ces éléments qui étaient présents dans la crise des subprimes, la déréglementation, la confiance de la science économique dans ses prédictions qui n'ont jamais été vérifiées, dans les faits, les habitudes des salles de marché, la spéculation, le pas vu pas pris qui de manière générale règne, non pas simplement dans les banques mais dans les affaires en général, dans tout ce qui est de l'ordre de la recherche du profit. Pourquoi? Eh bien parce que le profit, la marge de profit est arbitraire. Voilà. Il n'y a pas de limite. C'est ce que le client peut payer qui constitue la limite. C'est la survie et la subsistance du client qui met la limite. Il n'y a pas de juste profit. Nous vivons dans un système économique qui fonctionne de cette manière-là. C'est un aspect que je discute rarement. Je parle plus souvent des intérêts qui sont payés et le rôle de la spéculation dans le rôle de concentration de la richesse, mais le fait que le profit soit arbitraire, que la marge de profit soit arbitraire, c'est un élément qui encourage. Il y a un conflit d'intérêts là, c'est-à-dire qu'il y a une tentation de la faire aussi grosse que possible par les moyens légaux et par les autres. Et puis alors il y a la possibilité évidemment de changer la définition des règles en faisant pression par le lobbyisme sur le lobbying, sur la rédaction même des règles juridiques qui dirigent le fonctionnement des affaires. Et autre aspect sur lequel j'insiste un peu davantage ces temps derniers, encore que j'en parle dans mes livres depuis le début, en particulier j'en parlais de manière massive, je veux dire ça fait peut-être partie même ça constitue peut-être même la moitié de mon bouquin sur le Enron, que j'avais publié en anglais en 2000, je crois qu'il est apparu en janvier 2003, quelque chose comme ça. Les règles comptables, dont la rédaction est pratiquement laissée de fait à ceux qui en bénéficient ou qui pourraient en pâtir, et ce sont eux qui les rédigent en compagnie des grandes firmes d'audit. Je ne dis pas que tout le monde soit de mauvaise foi de ce côté-là, mais il y a tendance à présenter les choses de manière à ce que ces intérêts soient bien défendus. Alors, si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai dit sur l'affaire Kerviel, ma première interprétation du premier jugement, on a expliqué à ces magistrats des choses, ils n'y ont absolument rien pigé, ce qui est quand même curieux parce que ce sont des gens qui ont fait des études universitaires. Quand ça passe en appel et qu'ils répètent la même chose, alors là j'ai dit une fois ça va, en bénéfice du doute, deux fois ça, là on peut supposer qu'il y a de la mauvaise foi dans l'air et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du délibéré. Alors cette fois-ci, bon, il y a eu une pression par des gens, Martine Orange sur Mediapart, un certain nombre de gens que nous avons publiés sur le blog, nos propres contributeurs comme Zébu, Pierre Sarton du Joncher.
voilà, on a souligné l'aspect, comment dire, l'aspect mafiaisation du comportement des élites. Le fait qu'il fallait récupérer d'une manière ou d'une autre une partie de la somme perdue pour des raisons diverses, et qu'on a expédié les choses, et c'est là que je dirais que c'est devenu suspect, c'est la manière dont on a rapidement calculé la déduction d'impôt. C'est ça qu'on visait. C'est ça qu'on visait. Et là, on pense à ces petites marguerites qui sont écrasées sur le bord du chemin dans l'interprétation de l'histoire chez Hegel. Non pas que Kerviel soit une petite marguerite, il a joué à l'intérieur du système. On lui a bien expliqué, le pas vu, pas pris, et il l'a fait. Il l'a fait comme il croyait qu'on voulait qu'il le fasse. Non pas selon des règles éthiques qui s'appliquent à la société en général, mais aux règles particulières qui fonctionnaient dans la compagnie qui s'appelle la Société Générale. Et d'après ce que j'ai vu sur le fonctionnement de ces salles de marché, c'est pas très différent de ce que moi j'ai connu dans d'autres salles de marché. C'est-à-dire qu'il y a une représentation en façade de ce qu'on fait, et puis il y a ce qu'on fait dans la réalité, avec magouille et compagnie, maquillage, etc., pour faire passer ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, c'est de la spéculation. La spéculation, si vous me connaissez un peu, vous ne serez pas surpris quand je dis que c'est un cancer, c'est une gangrène qu'on a introduite délibérément dans le système financier en 1885, que c'était pas nécessaire, que même le capitalisme le plus éhonté fonctionne très bien sans la spéculation. On l'a vu au 19e siècle jusqu'en 1885 en France, 1867 en Belgique, etc. Ça pouvait fonctionner sans ça. On a voulu, les hommes d'affaires ont voulu en plus pouvoir se détruire les uns les autres et exercer un effet de levier, c'est-à-dire qu'avec leur fortune, ils pouvaient encore avoir le droit d'aller écraser les autres. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait très peu de vainqueurs et beaucoup de vaincus, et ça débouche, bien entendu, au bout d'un certain temps, sur le 85 personnes au monde disposent des mêmes ressources que 3,5 milliards. Voilà. Alors, victoire, défaite, cette décision de la Cour de cassation, à mon avis, difficile à dire. Kerviel, je l'ai dit, n'est pas blanc. Il a pris la peine d'ailleurs au départ, ce qui révèle quand même une certaine naïveté, un livre où il croyait se défendre et en fait il tendait vraiment les verges pour se faire battre, puisque dans ce livre il explique ce qu'il a fait, qui est de l'ordre du délictueux, sans prendre la précaution de montrer qu'il s'agissait véritablement d'une culture. Il peut bien faire sous-entendre que tel et tel était au courant, mais il ne met pas en évidence suffisamment qu'il s'agissait d'une culture. Pourquoi, à mon avis, et ça, bon, on entre un peu dans la sociologie, parce que c'est un milieu qui découvrait. C'est pas le milieu que ses parents lui avaient déjà rendu familier. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je fais un peu du Bourdieu là. C'est-à-dire qu'il découvre ce monde des affaires et il se dit, tiens, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Il n'a pas découvert que ça marchait comme ça dans le lait du biberon, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et ça nous renvoie à cette idée de mafiaisation du comportement des élites. J'en parlais avec Jean-François Guéraud, qui vient de faire publier ce livre chez Odile Jacob qui s'appelle le comportement, le nouveau capitalisme criminel, dont j'ai rédigé la préface à sa demande, mais avec un très grand plaisir. Et nous discutions de cela au moment de la sortie de son bouquin. Et il m'expliquait, bon, la mafiaisation des élites, c'est quelque chose qui existe en permanence. Ça existe dans toutes les époques de l'histoire. Souvenez-vous de Danton. Danton, il a sa statue à la place de l'Odéon à Paris. Robespierre n'a pas sa statue. Alors que Danton, mes amis, il a quand même trempé dans des trucs vraiment pas possibles. Il essayait de se faire un max sur la Révolution française. Hein, c'était pas... alors, il parlait d'éthique dans ses discours, mais il est comme certains de nos hommes et femmes politiques de l'époque. Ils expliquent aux autres ce qu'il faudrait faire, et ce sont des règles qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Alors la conversation que j'avais avec Guéraud, il y a des hauts et des bas dans la mafiaisation des élites. Alors je lui posais la question, où est-ce qu'on en est maintenant?
Alors il dit, ben, on est vraiment dans une période où on est dans un bas. On est vraiment au fond du puits, là, en ce moment. Voilà. Pourquoi? Ben, on le voit. Est-ce que la décision de la Cour de cassation a été influencée d'une manière ou d'une autre par le fait que dans l'actualité récente de la semaine dernière, eh bien, il y a, pour un comportement qui apparaît véritablement, comment dire, éhonté, inacceptable, scandaleux, qui relève de la, je ne sais pas moi, de la trahison, un de ces magistrats de la Cour de cassation négocier une prébande à Monaco avec un ancien président de la République comme récompense de ses services d'espionnage et de mouchardise des enquêtes sur cet ancien président de la République. Tout ça n'est bon. Messieurs les hommes politiques, mesdames les femmes politiques, quand il y a des gens qui disent tous pourris, ah, populisme, on peut pas dire ça, etc. Voilà, bon. Mais il faudrait nous aider quand même, hein, pour que la tentation ne vienne pas. Il faudrait nous aider. Je me souviens de cette... et c'est pas que des partis en particulier. Je me souviens de cette dame qui appartenait à Écologie les Verts, Europe Écologie les Verts, et qui se fait prendre la main dans le sac parce qu'une partie de l'argent qui lui appartient circule, c'est ce qu'on dit, circule dans le blanchiment de l'argent sale, et que son avocat la défend en disant mais cette accusation est ridicule, il s'agit de simple fraude fiscale. Quand la défense est de dire mais mon attitude n'est pas, je ne suis pas un gangster, je fais simplement de la fraude fiscale, c'est-à-dire le sport obligé des gens comme moi. Le sport obligé des gens comme moi. Bon. Alors si vous voulez éviter le tous pourri, aidez-nous, hein, aidez-nous. Aidez-nous à ce que ça ne vienne pas malencontreusement dans le vocabulaire utilisé. Voilà, hein, ce serait pas mal, c'est pas mal. Mais en ce moment, il y a beaucoup de chemin à parcourir, hein, dans l'autre sens. Pour le moment, il y a beaucoup de chemin à parcourir dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que ça nous laisse, cette décision? Il aurait fallu casser, bien entendu, la décision pénale par rapport à Kerviel. Alors là, on avait quelque chose. C'est-à-dire qu'il serait apparu en surface que Kerviel, enfin il aurait été dit officiellement que Kerviel s'est conduit simplement comme l'ensemble des gens qui se trouvaient dans les salles de marché. Alors c'est pas dit ça. On dit bon c'est lui, détournement de fonds puisqu'il demandait un bonus supplémentaire, la pomme pourrie isolée dans le panier. Bon, donc c'est ça qu'on aimerait bien qu'ils voient. Qu'on voit apparaître en surface. Mais voilà, bon, la Société Générale avait besoin du 1,4 milliard de déduction fiscale. Alors on nous dit, est-ce que c'est simplement pour calmer un peu la population et les défenseurs de Kerviel, on casse la partie civile? Alors pourquoi est-ce qu'un certain nombre de gens qui sont non pas défenseurs de Kerviel en disant que voilà qu'il n'a rien fait, non, ça serait une mauvaise plaisanterie, mais de dire qu'il est il a un bouc émissaire, il a lampiste pour le fonctionnement d'un système. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de gens qui sont en sa faveur, pourquoi considèrent-ils qu'il y a une victoire dans la cassation de la partie civile? Parce qu'il y aura enquête. Parce qu'il va y avoir enquête, parce qu'on va devoir faire une expertise sur ce qui s'est véritablement passé. Et avec un peu de chance, on ira même trouver l'information où elle se trouve. Par exemple, dans ces systèmes d'archivage qui s'appellent Zantaz ou eVote, qui sont des systèmes dans lesquels l'ensemble de l'information qui est échangée dans les salles de marché est archivée. Pourquoi est-ce qu'elle est archivée? Eh bien, précisément pour des cas comme celui-ci. In case of litigation, je vais aller regarder les règles de fonctionnement de ces compagnies eVote et Zantaz. Et si vous voulez aller regarder, je vais mettre leur nom clairement et un lien vers leur site pour que vous puissiez aller regarder vous-même. Ce sont des systèmes d'enregistrement de l'ensemble des opérations pour que, en cas de contentieux,
on puisse aller voir ce qui s'est passé véritablement. Alors, vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé voir tout de suite? Là, bon, bonne question. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Alors, le fait de rouvrir l'information au sujet de ce qui s'est passé permet maintenant, enfin, il paraîtra difficile maintenant qu'on n'aille pas voir dans Zantaz et Ivod les enregistrements de ce qui s'est véritablement passé. Donc, pour les gens qui disent qu'il y a dans le cas de Kerviel, non pas quelqu'un qui n'a pas commis de délit, mais qu'il faut, au nom du sens de la justice et au sens où la raison d'État ne permet pas, comme par exemple le caractère systémique de l'effondrement éventuel de la Société Générale, et que donc c'est notre intérêt à tous qu'elle ne s'effondre pas, et donc que tout est permis pour empêcher que ça se passe, que ce genre de raisonnement ne soit plus défendu de manière explicite ou implicite. Alors, voilà, quelque chose est relancé, on peut aller voir. Est-ce que ça empêchera Kerviel d'être en prison? Il a commis des délits. Est-ce que ces délits étaient ceux d'une culture qu'il a eu la naïveté de ne pas, contre laquelle il a eu la naïveté d'au moins, je dirais, de ne pas se protéger comme ses employeurs se protégeaient? Si c'est le cas, par exemple, que dans les enregistrements qui ont été faits juste avant son licenciement, on a enlevé délibérément, comme il le dit lui, toutes les parties qui révélaient une complicité évidente avec ce que lui faisait. Par exemple, quand un interlocuteur approuve, quand il lui dit « mais enfin tu le savais que ça marchait comme ça », et que l'autre répond « oui, je savais que ça marche comme ça », et que Kerviel dit la partie où il dit « oui, je savais que c'était comme ça », on l'a enlevé délibérément de l'enregistrement. Alors évidemment, si on va dans Zantaz, si on va dans Ivod, et qu'on s'aperçoit qu'il y a des parties qui manquent, alors ça c'est, voilà, non, ces systèmes-là sont faits précisément pour qu'on ne puisse pas enlever les parties, pour que quand on va voir, tout s'y trouve. Alors s'il y a une manipulation, s'il y a eu je ne sais pas, des pressions qui ont été faites pour qu'on enlève des parties, à ce moment-là, évidemment, c'est extrêmement incriminant pour ceux qui auraient demandé qu'on le fasse. Parce que là, c'est pratiquement un aveu de culpabilité de leur part. Alors voilà, moi je ne dirais absolument pas que c'est une victoire, c'est un cas compliqué, il ne s'agit pas d'un innocent dont les droits sont bafoués de manière criante, il a commis des délits, mais est-ce que ce sont les délits essentiellement de l'institution dans laquelle il travaille? Est-ce que ce sont essentiellement les méfaits de la spéculation en tant que telle? À mon sens, oui. Il n'y a pas de raison de le sortir, lui, du contexte et de faire, lui, le seul responsable d'un système qui est, je vais utiliser le mot que j'utilise pour la spéculation, d'un système qui est gangréné. Et vous le savez, dans ce domaine justement d'essayer de maîtriser la spéculation, dans ce domaine-là, en tout cas, et certainement, rien n'a été fait depuis 2007-2008. C'est le bastion qui est protégé, c'est le dernier carré de la finance qu'elle défendra jusqu'au bout, parce que c'est là qu'on récolte le plus gros magot, c'est là que les fortunes se font véritablement. C'est une victoire, comme j'ai dit, qui n'était même pas nécessaire pour le capitalisme, mais les capitalistes fous ont voulu avoir ça en plus, et depuis ça nous tue, et il faut réclamer l'interdiction des paris sur les fluctuations de prix, c'est la définition de la spéculation. Il faut réclamer cela à tout prix. Je vois ça apparaître maintenant un petit peu dans d'autres. Moi j'en parle, quand je dis apparaître, c'est parce que moi j'en parle depuis 2007. Et si on m'avait interrogé avant 2007, je l'aurais déjà dit, parce que ça m'était apparu à l'époque où je travaille durant ces 18 ans, où j'ai travaillé dans la finance. On voit ça chez Gaël Giraud, on voit ça dans le livre de Jean-François Le Petit qui s'appelle « Le fonctionnement des marchés financiers ». On voit ça dans les déclarations de M. Nolot. Ça commence à venir, interdiction de la spéculation. Non, la spéculation ne joue pas un rôle positif. Elle crée de la liquidité, mais elle est bouffée essentiellement par les autres spéculateurs qui en prennent encore là où il faudrait en laisser. Il n'y a aucune justification. Les seules justifications, c'est que ça rapporte beaucoup de pognon à ceux qui organisent le marché spéculatif, et c'est ça la seule explication pourquoi c'est défendu comme cela bec et ongle. Voilà, allez, à la semaine prochaine.